Zolo. J'ai appris chez ma mère. Elle m'a relaté une chose. Alors déjà, je vais te présenter. Alors c'est une rencontre avec 8. Rappelle-moi le nom de famille. Luzolo. Luzolo qui veut dire amour. Luzolo qui veut dire amour. C'est quelle langue? C'est la langue Manyanga. Ah, c'est la langue Manyanga. Oui. Et ma première fille, je l'ai appelée amour. Ah bon? Alors, je dis Luzolo, hein, amour. Et cette langue de Manyanga, c'est quelle langue ça? C'est la langue africaine, c'est la langue Manyanga. La langue s'appelle Manyanga. Langue Nyanga. Nyanga. Langue Nyanga. Nyanga. Les habitants de ce village, on les appelle des tribus Manyanga. Oh, ok. On a 10 secteurs de Manyanga. Manyanga a 10 secteurs. On a plein de secteurs. Okay, il y a 10 secteurs dans notre tribu. Il y a 10 secteurs. Ok. Nous, on est dans le secteur Kivunda, dans le secteur Sundi, dans le secteur Banzamoyo, dans le secteur. Il y a plein de secteurs à Manyanga. Il y a plein de secteurs. Quand on a parlé avec maman, elle m'a relaté comment on faisait pour la traite. Comment on capturait les gens. Comment capturer les gens. Si on te voit dans la famille que tu es un peu turbulent, tu es courageux, on te prend la nuit en dormant, on te prend, on met le feuille de paille, le palme et le feuille de banane. On te couvre sur ça. Et on t'amène sur le tupo dans une chaise là, comme de roi. On t'amène toute la nuit. Ils peuvent marcher du village Manyanga jusqu'à Kikuiti ou à village de Sakata, de Yaka. Là-bas, on te met sur. Tu vas te retrouver, tu te réveilles à 8h, 9h, tu es dans notre village, et puis notre province, disons. Et on te met là-bas chez le chef coutumier. Et tu verras quelques temps après, tu restes là pendant 1 ou 2 semaines. Après quelques temps, le blanc vient t'acheter. Il te donne la caution des petites choses et puis il t'embarque. Tu prends le bateau et tu pars. C'était ça. C'est ce que ma mère m'a dit. Et mon père aussi me l'a confirmé. Parce que lui-même, mon père, a vécu ça. C'est son arrière-grand-père. Il a vécu ça. Il a vécu ça. Mon père a vécu ça. Et puis, leur cousin aussi qui était là-bas. Mais il n'a pas pu arriver en France ou en États-Unis. Il est mort. Il est mort où, sur le bateau ou avant? Sur le bateau. Sur le bateau. Sur le bateau. Il est mort sur le bateau. Et comment on a su qu'il est mort sur le bateau? Comment on a su qu'il était mort sur le bateau? On l'a envoyé. On l'a renvoyé? On l'a envoyé au pays. Au pays. Ok. C'était à bord du bateau, on l'a renvoyé au pays. On a vu que le mec est mort et on l'a renvoyé. C'était beaucoup plus les hommes. Même aussi les femmes. Pour que les femmes ne soient pas traitées comme esclaves, les femmes avaient l'habitude de mettre quelque chose dans leur bouche. De l'argile, il fait comme une pierre là. Il a mis dans la bouche, même ici au nez, même ici dans ses lèvres, pour qu'on ne puisse pas l'amener. Il y a beaucoup de femmes qui sont tatouées, qui se sont fait blesser, faire des cicatrices au visage pour qu'on ne la mette pas comme esclave. Ok. Comme ça, elle est plus jolie. Elle est plus jolie, elle est plus belle. Ah ben, on aimait les femmes les plus jolies, ok. On aimait les femmes les plus jolies. Et beaucoup plus le traite, cette traite-là
on nous a traité beaucoup plus de Manyanga. On partait de Manyanga jusqu'à Kikwiti, vers notre province. Depuis Congo central, à l'époque c'était Bas-Congo, Bas-Zaïre. On prenait au Bas-Zaïre et on amenait au Bandundu. Après au Bandundu là-bas, on te transmet chez le blanc et puis on t'amène. C'est pour cela en histoire, quand on dit qu'il y a l'histoire, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Moi je me dis oui, non, c'est pas l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. C'est le Congo en fait qui est le berceau de l'humanité. Parce que même en histoire, on nous dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors les premiers hommes apparus où? C'était au Congo. Mais c'est nous les Congolais qui sont les premiers. C'est nous les Congolais. Être Congolais, je suis fière de ça parce que même si je suis partie comme esclave, j'étais partie comme esclave, mais je suis fière d'être Congolais. Fière d'être Congolais, fière de ma nation, fière de ma tribu. Parce qu'aujourd'hui, je rencontre mon cousin. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Je rencontre mon cousin. Mais je ne m'attendais pas à ça. Mais je rencontre mon cousin. Et je suis vraiment émue et très joyeuse de le voir et de parler avec lui. Je ne m'attendais pas, je ne savais même pas comment. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ravi. Je suis vraiment ravie. C'est vraiment du waouh. C'est du waouh. Donc c'est un peu ça. Il y a des arrière, grands-pères qui sont vendus, qui sont traités des esclaves pour un petit rien. Et puis. Et ton père, il a échappé à ça? Non, lui, non. Lui, il est né après ça. Ah, il est né après ça. Après ça. Mais c'est arrière-grand-père. Son père aussi a vu ça. Mais on l'a fait fuir quelque part. On l'a caché. Si ta mère ne veut pas que tu pars, il va te cacher quelque part. Et que tu pars. Alors tu penses que ceux qui sont partis, beaucoup de ceux qui sont partis, il y a une volonté humaine de les laisser partir, des parents de les laisser partir? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que le fait que tu dis que ceux qui étaient un peu turbulents... Oui, pas vraiment. Pas vraiment ceux qui étaient turbulents. Il les capturait peut-être. Il les capturait quand il passait. Il a vu que c'est en fait turbulent et courageux. Il t'enlève. Tu peux partir au marché, là-bas au fond, à la forêt pour chercher quelque chose pour te capturer. Mais il fallait avoir le... Est-ce qu'il fallait avoir l'accord du chef coutumier? C'est le chef coutumier qui donnait toujours l'accord. Le chef coutumier de cette village qui donnait l'accord. Parce que lui, il n'a rien à dire parce qu'il était déjà dominé. Il est dominé par le blanc et le blanc vient faire quelque chose. Parce qu'on était dans l'époque coloniale. On est déjà colonisé, donc tu n'as rien à dire parce que tu es faible devant lui. C'est un peu ça. Parce qu'on voit que au niveau de la réparation, en France, l'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité. Aux Antilles, bon, il y a des lieux de mémoire. L'Église catholique, le pape, a demandé pardon parce que l'Église catholique aussi a participé à tout ça. Mais est-ce que les chefs coutumiers ils ont demandé pardon par rapport à tout ça? Parce que si les chefs ont donné leur accord, est-ce qu'ils ont demandé pardon? Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'eux aussi fassent un geste à ce niveau-là, demander pardon? Oui, si le pape a fait ça, si l'Église catholique a fait ça, pourquoi pas eux? Ils doivent aussi demander pardon. Bon, là, j'en sais rien s'ils ont déjà demandé ou pas. Parce que bon, pour l'instant, je n'ai pas entendu que les chefs coutumiers ont demandé pardon. Parce que moi, je me dis que même s'ils étaient dominés par les Blancs, ce n'est pas le Blanc qui savait où se trouvent les enfants. Il fallait que ce soit des gens, des locaux. Et
Et je me pose la question, est-ce que les chefs coutumiers, pour enlever cette... je ne sais pas, parce que ça, le pardon, en tant que chrétien, on dit que c'est une puissance qui libère. Et des fois, Dieu peut permettre que tant qu'on ne demande pas pardon, il y a un certain lien, comment dire, spirituel. Et c'est le pardon qui peut couper ce lien spirituel. Est-ce qu'un jour, après toute cette démarche que nous faisons sur le plan de la mémoire, un moment sur le plan spirituel, le chef coutumier ne devrait pas aussi s'exprimer et reconnaître la part des chefs dans le départ, même s'ils étaient dominés. Même s'ils étaient dominés. Oui, ils peuvent reconnaître ça et demander pardon. Qu'ils soient libérés de tout ça. Ça, c'est un gros dossier. Hein? C'est un gros dossier. On est des humains. Et puis, être un chef, en tout cas un chef coutumier, n'a pas l'habitude de s'humilier. n'a pas l'habitude de ça. Mais, le pape, il est comme un chef coutumier, c'est un chef. Le pape, c'est un chef. Il y a une différence entre un chef coutumier et le pape. Allez-y comprendre. Il y a une différence entre les chefs. Mais les deux sont chefs. Si lui, il a fait pour la Shoah aussi, par rapport à la participation des catholiques par rapport à la Shoah, par rapport aux juifs. Il a fait par rapport à l'esclavage. Et je pense peut-être qu'il manque une autre part, parce que la France a reconnu que c'est un crime contre l'humanité. Vraiment. Oui, ils doivent demander pardon, C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais c'est quelque chose qui a un impact dans le monde spirituel. Oui. Oui, parce que le pardon libère. Il libère tout. Parce que si tu demandes pardon, tu t'exprimes, tu t'excuses. Ah, c'est tout. Oui, parce que quand tu demandes pardon, ça veut dire que tu reconnais tes fautes. Oui. Tu reconnais. Et le fait de dire que c'est la faute des Blancs, nous on n'en a rien à voir, c'est uniquement la faute des Blancs, peut-être on est en train de... On est en train de mettre des barrières pour ne pas dépasser... c'est ça le problème. Dépasser spirituellement, pour passer de l'autre côté. Oui, pour passer... oui, c'est ça le problème. Donc, on ne peut pas mettre le pardon, c'est le pardon, ici, il demande pardon et nous sommes libérés. Ces barrières peuvent se couper, les ponts, voilà. On passe. On a besoin de passer à l'autre côté. On n'a pas besoin de rester là statique, regarder ou quoi. On a besoin de passer. Seulement si il reconnaît, il demande pardon. Même si celui qui est en place ici, ils ne savent même pas l'histoire. Si seulement si ils demandent pardon, tout s'arrête et puis on passe. Et à part que les enfants, ceux qui étaient turbulents, quels étaient les autres critères qui faisaient que on capturait les enfants? Est-ce que est-ce qu'il y avait des prisons? Est-ce qu'on venait prendre certains qui étaient en prison? Non. Non. Ils cherchaient les enfants courageux, têtus, robustes. Des enfants qui étaient vaillants. C'est ce qu'ils cherchaient. Ils ne cherchaient pas les enfants qui étaient timides, un peu mous, non. Donc je veux dire, par exemple, s'il y avait des enfants qui étaient en prison parce qu'ils ont commis des bêtises, est-ce que ceux-là, on les connaît? Peut-être, mais là, je n'en sais pas trop. Ok. Je n'en sais pas trop. Mais ce qu'on m'a rencontré, c'était ça. Voilà, pour se débarrasser de certaines personnes. De certaines personnes, avec un petit rien, on t'amène dans notre village, dans notre province, et tu fais quelque chose là-bas, et puis là-bas, tu fais quelques jours, quelques semaines, et puis là-bas, on te prend, tu pars. C'est ça un peu ce que moi je sais. Et puis, il y a des femmes aussi. S'ils voient que cette traite, ça a duré,
il se fait le maquillage, il se coupe le visage, il se coupe la langue pour que tu ne l'amènes pas. Qu'il soit moche, que tu ne l'amènes pas, tu ne le prends pas. C'était comme ça. Pour les femmes, il s'est déguisé, il se faisait des cicatrices au visage, il se faisait des choses au corps. Et quand les gens voient ça, ils se disent non, toi tu es moche, toi tu n'es pas belle, ils te laissent. Tu continues ta vie, tu peux te marier ici. Ça. Ça ne dérange pas. Et puis à l'époque, c'était la femme. N'avait pas le droit d'étudier. Oui, elle n'a pas le droit d'étudier. La femme n'avait pas le droit d'étudier. La femme, sa place c'était à la cuisine, au ménage, là-bas au champ, faire tout ce que tu fais. Avoir d'enfants, c'est tout. Mais pas l'école. L'école c'était pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Donc on nous a appris ça. Et puis c'était choquant, c'était vraiment choquant d'avoir une femme qui est intelligente, qui brille avec l'intelligence, mais ça reste à la maison pour rien faire, elle ne savent même pas écrire, même pas parler français, même pas lire, c'était vraiment un désastre pour les femmes à l'époque. Et dans l'époque de notre maman, de nos mères, se sont mariés à 14 ans, mineurs. Ils se sont mariés mineurs, 16 ans, 14 ans, 13 ans, ils s'est mariés déjà. Mineur, il est entré dans Mineur, mineur. Il s'est marié à 13 ans, 14 ans, mineur. Et puis, il a commencé à avoir des enfants jusqu'à avoir 10, 9, ça dépend de toi. Tu es mineur encore. Toute petite, tu viens à l'école, tu veux pas de... Donc, directement, tu viens de la maison, tu peux étudier jusqu'à 3e, 4e pour savoir même écrire. Si tu avances un peu jusqu'à 6e primaire, après tu te maries. Et physiquement, les Manyangas, ils sont comment? Ils sont comme toi, le visage rond, comment ils sont? On est pareil. Au niveau du visage, est-ce que vous êtes à peu près? On est Parce que ma mère, elle a un visage comme toi. Ah bon? Voilà. Le visage arrondi, un peu arrondi. Nous, les Manyangas, on est un visage rond. Nos femmes, nous, les femmes Manyangas, on est douces, tendres. On est vraiment des femmes qui se respectent. Et on n'aime pas de bêtises, sauf ça. Les femmes Nyanga sont des femmes douces, tendres, émouvantes, motivantes. Donc, quand tu es avec une femme Nyanga, tu te maries avec une femme Nyanga, tu es à l'aise. C'est ce qu'on appelle, comme on parle dans notre langue, luzitu, respect. Respect, luzitu. On est des femmes de luzitu, des femmes de respect. On respecte les hommes, on respecte tout le monde. Et on a un caractère différent de celle des autres. Les autres tribus, quoi. Ok. On est, dans notre tribu, on est vraiment, quand on te dit tu es Munyanga, vraiment c'est là. Tu as des critères. Ah bon? Tu as des critères. C'est pas que je fais des éloges pour mon tribu, non, mais je sais. Parce que je l'ai vu chez ma maman, je l'ai vu chez la sœur de ma mère, je l'ai vu chez mes tantes, chez mes cousines. Ils sont trop dociles devant leur mère. Et toi aussi, tu as appris ça? J'ai appris ça. Toi aussi, tu es comme eux? Je suis comme eux. Je sais où je peux me limiter, je sais où je peux pas, je sais mes limites, hein. Je sais là où je peux entrer, là où je ne peux pas, là où je fais ça, là où je ne fais pas, donc je me limite, je suis à un certain niveau de me limiter. Si on ne me donne pas l'aval, je ne parle pas. Ok. Et c'est ça. C'est toujours ça, nous les Manyangas, on est comme ça, nous les femmes Manyangas. Les hommes Manyangas sont des hommes très calmes, très doux,
Les hommes là, ils sont intelligents, qui a beaucoup de choses, dans la tête, il peut faire des choses. Parce que les hommes Manyanga traitent même dans les tradis praticiens. Il peut être traité de la vipère le venin de la vipère, il peut être traité contre le poison. Il y a des plantes dans notre village qui peuvent être traitées contre le poison, qui peuvent être contre beaucoup de maladies. Et mon arrière-grand-père, c'est ce qu'il a fait comme Ah métier. oui, comme métier. Comme métier, quand il arrive en Martinique, il traitait les venins de serpent, les morsures de serpent. Oui. Ah, qui veut dire que c'est une spécialité des Manyanga. Oui, une spécialité des Manyanga. Parce que même si un serpent te mord maintenant, on a une pierre. On a une pierre, on te met là où on t'a mordu et il va aspirer le venin, il aspire le venin et puis quand ça tombe, tout le venin part dans ton corps. Ok. On met les produits, on peut mettre les feuilles, on te met là et la paix guérit. Ok. Donc avec nous, dans notre village, il y a plein de choses. Je comprends pourquoi que tout le sud de la Martinique venait chez mon grand-père. Et c'est le premier mec Congo. Et parmi les Noirs, parmi ceux qui avaient été les descendants d'esclaves, qui avait une maison couverte en tuiles. C'était le premier parce que c'était quelqu'un qui était très respecté. Et il habitait sur la montagne de Vauclin, je crois le quartier Escarval. Et puis les gens sortaient de partout. Parce que c'est comme c'est un point qui a beaucoup de serpents. Et les gens sortaient de partout pour se faire soigner. Et qui veut dire que c'est. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste au niveau pharmaceutique? Est-ce que ça continue dans cette région? Oui, ça continue. Parce qu'on a un professeur, Lutondele, qui a fait son usine là-bas, en Anyanga. Paix à son âme, parce qu'il a fait le médicament traditionnel, mais il a modernisé ça, du poison, des amibes, ténias, hein, tu vois. Il a fait de la malaria, pour la malaria, la maladiare. Donc, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Son usine est là-bas à Manyanga. Il y a des dépôts pharmaceutiques ici. Et pour le poison, on a donné le nom Méamicine. Méamicine, c'est le nom de sa femme. Parce que quand il a conçu ça, il n'avait pas le nom pour le donner. Il n'avait pas le nom pour le donner. Sa femme s'appelait Méa. Et on a donné le nom Méamicine. Et là, il est le logo de sa femme, la de sa femme. Et ça, c'est le nom de quoi? Du médicament ou du site? Du médicament. Du médicament. Le site, c'est le Tondé, le laboratoire tout Tondé. Et ce médicament-là, c'est un médicament contre c'est contre quoi? C'est contre quelle maladie? Malaria, typhoïde, amibias, antipoison, ténias. Donc, il a fait beaucoup de choses. Et ces maladies-là, ce sont des maladies qui s'attrapent comment? Par voie respiratoire ou... Respiratoire, on peut te piquer. Ça peut venir des moustiques aussi. Des moustiques, des morsures de serpents aussi. Et... Il y a les scorpions aussi ici. Scorpions, non? Non. À part le serpent, qu'est-ce qui est venimeux ici à part le serpent? Il y a les scorpions, mais... Il n'y a pas d'araignée venimeux? Non, il n'y a pas d'araignée venimeux. Il n'y a que le serpent. Les scorpions, mais pas ici. C'est trop loin. Pour le voir, c'est trop loin. C'est un peu ça. Mais on traite ça, déjà. On a des feuilles qui traitent ça. Ok. Il y a des gens qui traitent ça, qui prennent ça, ils mélangent, ils te mettent, ça va. Et ce qui est bizarre, mais le fait que mon arrière-grand-père est arrivé en Martinique, la végétation n'est pas forcément pareille. Et la question que je me pose, peut-être qu'il a retrouvé certaines feuilles. Oui. Il a peut-être retrouvé cette plante qu'il y avait au Congo. Oui.
il avait retrouvé des plaies parce que notre végétation, c'est un peu compliqué, mais là, si je vois, même moi, c'est que je connais d'autres faits ici, mais je pars dans notre pays. Quand je vois ça, je mélange, je dis ça, c'est bon. C'est bon pour ça passe. C'est déjà des remèdes. C'est un peu ça. Donc, pour nous, côté végétation, on est vraiment des super. Des végétations super, super cool. Ok. Même sur les alimentations, comment manger, on mange très bien. Il y a plein de choses dans notre village. Alors, vous mangez quoi? Il y a les haricots, il y a la chouang, il y a le foufou. La chouane? La chouang. C'est à base de manioc, à base de quoi? À base de manioc. Ok. Il y a le maïs, il y a les safou, il y a les bananes plantées, il y a les bananes, il y a les patates douces. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Si tu pars là-bas, donc il y a les Et la vie actuellement, elle est comment là-bas? Elle est toujours comme du temps ou ça s'est modernisé? Ça s'est modernisé. Au fur et à mesure, il y a des gens qui partent là-bas. Chaque fois, ils construisent des maisons, ils achètent, ils construisent des maisons et ça va. Ok. Et c'est devenu des villes, je ne dis pas comme Kinshasa, mais qui a des maisons en ville. Il y a des maisons, oui. Au niveau de l'automobile, il y a beaucoup d'automobiles là-bas ou... Oui, il y a des motos, il y a des motos busy qui peuvent entrer. C'est plus des motos? Oui, c'est plus des motos. Sauf que il y a d'autres places, les motos ne peuvent pas accéder parce que le moto ne peuvent pas accéder parce que il y a un peu de la boue, le chemin c'est un peu praticable. Là, on passe parce que là, on prend ici jusqu'au fleuve. Le fleuve, on prend les bacs, on traverse. Nous, on traverse le fleuve. Ok. Et puis là-bas, on entre avec le camion, le gros car, on monte de montagne, on passe. Même sur la jupe, on passe. Et les villages, comment ils font pour s'alimenter? Est-ce qu'ils consomment que local, mais est-ce qu'ils reçoivent aussi des choses qui viennent par bateau? Oui. Il y a des téléphones là-bas, il y a des groupes électrogènes, il y a des téléphones, il y a des cabines téléphoniques. Ils viennent, ils achètent. Ils sortent aussi, ils vendent et ils achètent. Ok. Tu pars là-bas avec le poisson, peut-être les poissons salés. Tu pars là-bas, tu les vends et tu achètes. Tu fais la remise à l'échange. Voilà, Les échanges. Dans les villages de fin fond, les échanges, tu fais les échanges et puis tu rentres. Tu reçois les arachides, peut-être les arachides, tu reçois les foufous, tu reçois le maïs, les safou, il y a plein de choses que tu vas recevoir. Alors, les métiers qui sont à Manyanga, les métiers qu'on retrouve, c'est tout ce qui est pharmaceutique. Il y a aussi du pétrole là-bas. Il y a du pétrole. Et c'est exploité ou pas? Non. C'est pas exploité. Ah, c'est encore brut. C'est encore brut. Ok. Et ils pensent l'exploiter ou bien il y a des... Ils pensent les faire parce que c'est à peine le Congo, on est en voie de développement. C'est à peine. C'est à peine notre pays, on est en voie de développement. Mais est-ce que, parce que comme maintenant, on commence à dire moins de pétrole, est-ce qu'on voudra investir dans le pétrole? Parce que, oui, pourquoi pas? Parce que comme maintenant, dans les pays développés, on essaie de consommer moins de pétrole, parce que c'est pour ne pas polluer. Est-ce que le Congo voudra aller dans ce sens, avec des nouveaux puits? Oui. Parce que chez nous en France, maintenant, bon, même si il n'y a pas beaucoup, mais maintenant
il n'y a plus de fouilles pour des nouveaux puits par rapport au respect de l'environnement. Ouais. Alors, est-ce que le Congo, je me pose la question, est-ce qu'ils vont vouloir aller dans ce sens-là? Pourquoi pas? C'est une très bonne idée, ils peuvent le faire. Pourquoi pas? Si c'est pour le développement de notre pays, on va le faire. On va le faire à tout prix. On va le faire. On ne doit pas seulement investir dans d'autres choses alors pour nous-mêmes. On a beaucoup de choses dans notre Congo ici. On a beaucoup de choses que nous-mêmes, on ne bénéficie même pas de ça. On doit bénéficier de ça. Vous avez pris compte, qu'est-ce qu'il y a comme matière première encore au Congo? Au niveau des pierres minéraux, tout ce qui est diamant, or, il y en a ici? Il y en a, oui. Sur 54 minéraux que Dieu a créés, on a 53 minéraux. On est un pays béni, une terre bénie. On a de l'argile, on a du coton, du cobalt, ici. Et comment peux-tu expliquer que le pays soit en voie de développement, malgré toute cette richesse? On était sous-développé. C'est à peine qu'on est en voie de développement. Parce que lorsque j'écoute, je ne sais pas quel intervenant, il expliquait que, comme si la façon que les Belges ont quitté le pays, comme si le Congo n'a pas progressé depuis que les Belges sont partis. On n'a pas progressé. On n'a pas progressé. Et c'est dû à quoi ça? Le Congolais, pour le moment, excusez-moi parce que je suis Congolais, on est un peu naïf. On avait toujours peur. Tu vois, l'époque coloniale, avec la dictature, ça nous a rendus frigides. Maintenant, c'est à peine qu'on a droit de parler. On a droit de faire quelque chose. À l'époque, on n'avait pas le droit de parler, de faire quelque chose. Tout s'est passé. Bien parce on passe. Tu vois ça, mais tu n'as pas le droit de parler. Si tu parles, c'est très mauvais pour toi. C'est un délit. Et maintenant, on a tous la liberté de parler. Liberté d'expression. On est démocratisé. On peut parler, on peut crier, on peut faire des marches. Mais à l'époque, on n'avait pas de marche. On n'avait pas la démocratie, cette démocratie. Il n'y avait pas. À l'époque de Mobutu. On n'avait pas la démocratie. C'est Kabila qui a ramené la. Oui, c'est Kabila qui a ramené la démocratie. Et ils ont un peu ouvert la mémoire et puis tout le monde peut parler. Tout le monde peut s'exprimer, peut passer à la télé, peut faire ça, peut faire ça. Quand annoncer cela à la radio, que non, il y a une marche. Auparavant, on n'avait pas les téléphones. On n'avait pas les téléphones pour même communiquer. On n'avait pas les téléphones, on avait seulement tu vois, même l'Internet, il n'y avait pas. Oui, bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais le téléphone les existait déjà à l'époque. Mais on n'avait pas les téléphones parce que tu vas appeler qui? Mais il faut que la personne ait un téléphone. Tu vas appeler qui? Donc, on ne savait même pas les téléphones. C'est à l'époque de Kabila. Et on a eu le téléphone. On avait déjà une satellite, mais on n'avait pas le téléphone. Voilà. Mais on a eu les téléphones. Vodacom est arrivé. Orange, RTL, puis tout ça. On a développé. On peut s'exprimer, on peut parler. Ah, c'est ça, ainsi de suite. Et maintenant là, au fur et à mesure, on continue, on avance un peu. Tout petit. On avance un peu. Non, ça va. Ok. Je vais couper la vidéo parce que tu nous as dit beaucoup de choses et j'espère que ça a été édifiant pour tous ceux qui t'ont écouté. Alors, c'était Ruth qui est de la tribu de Manangam, comme moi, comme mon arrière-grand-père.
et j'étais très content de faire sa connaissance. Donc, que Dieu vous bénisse et puis à une prochaine. Ok, vous bénisse aussi.